Bonsoir, merci d'être des nôtres. Nous allons refaire l'actualité de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et c'est ce dimanche, dans le cadre de Face à l'actu. Face à l'actu, c'est simplement pour analyser et commenter les temps forts ou les faits qui ont grandement marqué l'actualité tout au long de cette semaine, je l'ai dit, sous l'aune du regard de notre invité. Ce soir, il s'agit d'une personnalité politique dont la victoire parlante devant les tribunaux camerounais s'est fait entendre cette semaine. Edith Kawala est la présidente désormais du CPP, même si elle n'en a jamais douté. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Heureux de vous avoir dans cette émission. Merci, un plaisir d'être là, ma première fois dans cette nouvelle formule. Disons qu'on en a la 3e édition d'ailleurs. Ah ok. Donc vous êtes l'une de nos premières invitées et merci de cet honneur que vous nous renouvelez. Merci. Cela dit, on va découvrir ensemble le premier reportage. Il s'agit simplement de ce qui a marqué la journée du lundi. L'ouverture annoncée des frontières aux vols commerciaux, notamment de Air France pour le Cameroun, dans un contexte, vous le savez, marqué par la fermeture de ces frontières à cause de la pandémie de la Covid-19. Le Cameroun avait donc pris un certain nombre de mesures qui, évidemment, ont été appelées sous le label de mesures barrières. Entre-temps, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et là, les autorités donc envisagent le retour des vols. Makeda Lidi-Nyotom était à l'aéroport international de Douala où les premières opérations se sont faites sous le regard du préfet du département du Vouri. Suivez ce reportage. Fermé depuis le 18 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus, l'espace aérien camerounais reprend progressivement vie. Après Yaoundé, le vol Air France à destination de l'aéroport international de Douala arrive ce lundi après-midi. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions nécessaires ont été prises que le préfet du département du Vouri a présidé en matinée une réunion de sécurité ici à l'aéroport. Lorsque l'espace aéroportuaire reprend vie, ça veut dire qu'il y a des passagers qui viennent des autres pays et nous devons justement assurer cette protection à nos populations en faisant en sorte que l'aspect sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sanitaire, que cela soit assuré, afin d'éviter justement la propagation du virus. Le virus maintenant, il se gère maintenant, c'est-à-dire en communauté. Ce n'est plus le savoir qui apporte le virus et qui... Bon, mais maintenant, c'est en communauté qu'il faut le gérer. Et à partir de l'aéroport, nous devons nous assurer que les personnes qui débarquent ne viendront pas ajouter déjà à ce virus que nous gérons ici, un autre virus. Interrogés à cet effet, les responsables de la compagnie aérienne Air France affirment être dans l'incapacité de donner le nombre des passagers qui seront munis d'un test Covid-19 négatif parmi les 220 passagers attendus à l'aéroport ce lundi. Maintenant, je ne peux pas garantir le nombre de personnes qui seront munies de tests ou pas, puisque ce contrôle n'a pas été comptabilisé au départ, il n'est pas comptabilisé. Et étant donné que chaque passager a la possibilité d'embarquer, qu'il ait fait le test ou non, je ne peux pas vous dire combien il y en aura. Je sais que sur le dernier vol arrivé à Yaoundé, il y avait à peu près une cinquantaine de passagers qui étaient munis de ce test, sur près de 200. Nous avons près de 220 passagers qui débarquent. Qui arrivent ce soir. Est-ce que ce n'était pas une condition à l'embarquement d'être muni de son test? On n'a pas été ça Non, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, les conditions étaient dites que le passager qui est muni d'un test de moins de 3 jours ne sera pas retenu et se mettra lui-même en autoconfinement, ce sont les instructions du gouvernement. Les passagers qui ne vont pas présenter un test datant d'au moins 3 jours à leur arrivée à l'aéroport international de Douala seront soumis à des tests selon le chef d'escale Air France à Douala, qui rappelle au passage. Donc il n'y a pas une obligation d'avoir un test de Voilà donc de l'eau à couler sous le pont, Edith, entre l'arrivée ou alors la découverte du premier cas Covid Cameroun, le premier contaminé en mars, et ces retours de vol. Vous partagez la même sérénité que les autorités qui envisagent à nouveau les vols internationaux, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le Cameroun est en Afrique sous-saharienne, l'un des pays qui a le plus grand nombre de cas.
Et même si, et nous franchissons le cap de 11 000 cas actuellement, et nous voyons que à partir du moment où on a franchi, je crois, environ 8 000 cas, le nombre croît de manière très importante. Et donc, nous, on est en réalité dans le pic de la crise. On se demande alors pourquoi ouvrir les frontières en ce moment. Quand le reste du monde est en train d'ouvrir ses frontières, ils ont maîtrisé la courbe. Ils ont atteint leur pic et ils sont à un certain niveau de stabilité, voire pour certains pays, ils sont en baisse en termes de nombre de nouveaux cas. Donc, on doit se poser la question, pourquoi, quand on a déjà un nombre de cas très important à gérer, qui met déjà une pression dès les premières semaines. Notre riposte, notre système de réponse sur le plan médical était bien en deçà de ce dont on avait besoin. Donc on se demande pourquoi en ce moment ouvrir les frontières. Là, quand j'écoute le reportage, je suis doublement inquiète parce que on nous a dit qu'on ouvrait la frontière à des personnes qui avaient été testées. Là, on découvre que non, ce n'est pas une condition pour embarquer, ce qui veut dire qu'on va faire venir des personnes qui n'ont pas été testées. On nous dit qu'on va les tester, mais là encore, j'ai des doutes. Les tests ne sont pas suffisants pour les Camerounais qui sont déjà au Cameroun. C'est pas tout le monde qui veut être testé, qui peut être testé. On n'arrive pas à atteindre un niveau de test massif en tant que tel. Donc on se pose la question, pourquoi ouvrir en ce moment, or qu'on n'a pas une réelle maîtrise de la situation. Les pouvoirs publics semblent se bomber le torse. Le ministère de la Santé qui annonce plus de 11 000 cas, parle également de plus de 7 000 personnes contaminées qui par la suite ont été guéri, pour dire que on est peut-être en pleine évolution de la pandémie, mais en même temps, sur le plan de la riposte sanitaire, c'est comme si effectivement du répondant. Non, le nombre de guéris au Cameroun n'est pas exceptionnel. C'est le taux normal partout dans le monde. Et par contre, le nombre de décès au Cameroun est nettement plus élevé qu'ailleurs. Et donc, on ne peut pas dire qu'on maîtrise la situation. Et je dirais que je comprends bien il y a toujours une cacophonie avec notre gouvernement. Il y a toujours une cacophonie. D'abord, on ne reçoit pas de communication officielle qui nous dit les frontières sont ouvertes. On a ces communications qui nous parviennent par les réseaux sociaux, qui nous laissent croire qu'il y a une compagnie aérienne pour qui on a ouvert les frontières. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour un pays? Soit nos frontières sont ouvertes pour tout le monde, soit elles ne le sont pas. Mais c'est pas concevable d'ouvrir les frontières du Cameroun pour Air France. Ça n'a pas de sens. Et si il s'agit de vols spéciaux pour faire revenir, parce qu'on sait qu'il y a encore des Camerounais qui étaient bloqués dehors et qui doivent rentrer. S'il s'agit de ça, il faut qu'on nous l'explique. La question qu'on se pose immédiatement, est-ce que les Camerounais, est-ce que je peux aller acheter mon billet Air France, aller en France maintenant? Non. Les frontières de l'Europe sont fermées. Pour l'instant. Donc, on ne comprend pas. Et depuis le début de cette pandémie, il y a la communication de notre gouvernement est très mauvaise. D'abord, on ne communique pas. On voit uniquement le ministère de la Santé qui communique. Les autres ministères se taisent comme si ce n'est pas une pandémie qui impacte l'économie, l'agriculture, le transport, le commerce, etc. etc. Et on se retrouve devant des situations comme celle-ci où c'est vraiment pas clair quelle est la situation et comment est-ce qu'on est en train de protéger les Camerounais de ces personnes qui vont venir de l'extérieur. Dans la même mouvance, et là on en était au 16 juin, le mardi, le monde a consacré toute une journée à l'enfant africain
en mémoire aux enfants de 1976 à Soweto, dont on connaît le sacrifice pour la libération du peuple noir, sud-africain d'abord, mais certainement africain plus tard. Le Cameroun s'est mis dans la mouvance. Vous, l'enfant africain, sous le prisme du Camerounais, que voyez-vous? L'enfant camerounais en péril. L'enfant camerounais en péril parce que nous sommes dans un pays où déjà on avait plus de 800 000 enfants dont la scolarité a été compromise depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Faites allusion aux Ça, enfants c'est du Nord. la crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Nous avons près de 2 millions de personnes de déplacés, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Aujourd'hui est venue s'ajouter la crise du Covid, où nous avons maintenant des enfants qui sont à la maison, où il n'y a pas eu un plan clair pour assurer un intérim pendant qu'ils sont à la maison, pour s'assurer qu'ils continuent à avoir certains cours, etc. On a vu des solutions K1, K1 à la CRTV. Il y a des écoles qui ont essayé de faire des choses par eux-mêmes, mais il n'y a pas eu une stratégie nationale pour nous assurer que nos enfants ne perdent pas des mois et des mois de scolarité face à cette pandémie. Donc on a aujourd'hui au niveau du Cameroun, en plus du Covid, nous le savons, il y a des pics de choléra. Personne n'est en train d'en parler parce que le Covid a pris toute l'attention, mais le Covid est arrivé, il y avait le choléra dans le littoral ici. Aujourd'hui, on annonce le choléra dans d'autres régions du Cameroun qui impacte ces enfants-là. Donc, le Cameroun a des enfants aujourd'hui à qui nous n'assurons pas l'eau à boire. Nous n'assurons pas l'électricité pour qu'ils puissent faire leurs cours. Nous n'assurons pas l'école. Nous n'assurons pas la santé. Donc, l'enfant camerounais est un enfant qui est en péril. Et tant que nous restons dans ce système de gouvernance, celui que nous connaissons depuis 38 ans, l'enfant camerounais sera en danger. Là, vous êtes de l'absolutisme. Je veux dire que vous mettez tous les enfants camerounais dans le même panier. Absolument. Il y a peut-être des lueurs de... Non, des lueurs d'espoir. Je refuse des lueurs d'espoir. Je refuse des lueurs d'espoir. Quand l'enfant de l'extrême nord est en péril, vous voulez que je sois contente parce que celui de Douala est OK? Non du tout. Non du tout, mais de là que c'est l'enfant de... L'enfant camerounais est en péril. Parce que c'est sur toute l'étendue de ce territoire que les enfants ont des problèmes avec les services de base que nous leur devons. C'est un droit, ce n'est pas une option, c'est un droit. Quand un enfant naît, nous sommes un pays, nous devons à cet enfant-là l'eau à boire, l'électricité, l'école, la possibilité d'avoir un emploi. C'est notre responsabilité. Et il faut que nous tous, en tant que Camerounais, nous tous adultes, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Mercredi, l'actualité, donc, ou du moins mardi, c'est également une actualité cette fois-là qui concerne le CPP de façon directe, votre parti politique. L'actualité a été traitée mercredi par la presse. Le tribunal administratif vous a totalement donné raison dans un conflit juridique qui vous opposait à l'État du Cameroun, notamment à travers le ministère de l'administration territoriale. Edith Kawala était menacée de ne pas retrouver son poste de président du CPP. Avant de rentrer dans le commentaire, je vous suggère de redécouvrir les faits dans ce reportage de Leila Renganze. Il aura fallu attendre 1 année et 11 mois pour qu'officiellement Edith Kabangwala soit réhabilitée dans ses fonctions de présidente du CPP. C'est en effet ce que vient de faire le tribunal administratif du centre à Yaoundé en statuant en faveur du Cameroun People's Party contre le ministère de l'administration territoriale.
Le tribunal, à l'unanimité, décide tout d'abord de la recevabilité du recours introduit par le CPP et en son article 3, annule la décision portant situation au sein de certains partis politiques. Joint au téléphone, Edith Kabanwala salue cette décision de justice. Une autre lecture voudrait que de façon subtile, cette décision judiciaire mette également un terme à la bataille qui opposait les deux camps au sein du CPP, le camp Kabawala et celui de Samuel Titafond, fondateur du parti devenu président d'honneur. Ce dernier avait d'ailleurs suspendu en date du 24 janvier 2018 certains responsables du parti dont la présidente Edith Kabanwala et son secrétaire général Franck Essi. Le 17 juillet 2018, au plus fort de cette guerre de leadership interne, veille de l'élection présidentielle, le ministre de l'administration territoriale décidait de la nomination de Titafond Samuel à la tête du CPP. Ce dernier soutiendra d'ailleurs la candidature de Paul Biya le 8 octobre, avec d'autres membres du G20. S'ensuivra alors une bataille juridique engagée par le camp Kabawala jusqu'au dénouement de ce 16 juin 2020. Voilà donc une actualité qui, je l'ai dit, vous concerne grandement. Vous dites ouf de soulagement. On est heureux de constater qu'il y a encore au Cameroun des fonctionnaires, donc dans ce cas des magistrats, qui font leur travail comme il se doit. On a tendance au Cameroun aujourd'hui, nous sommes tous surpris par cette décision, tous. Le secrétaire général Franck Essi et moi, on était assis au tribunal et on a été très agréablement surpris. On ne s'attendait pas à ça et je crois que la grande leçon, c'est d'abord qu'il faut faire attention à ne pas rejeter l'ensemble du système. Tellement on est acculé par ce système au quotidien au Cameroun, qu'on a l'impression que tout va mal, bon, cette justice porte encore de l'espoir. Que tous les fonctionnaires sont mauvais. Vous direz que la justice au Cameroun est indépendante? Non. Et que simplement il y a quelques repos? Non. Non, je ne dirais pas ça. On a un problème systémique dans la justice au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous sommes, vous et moi, surpris par la décision. Si la justice fonctionnait, il n'y aurait pas eu de surprise, n'est-ce pas? Donc, la justice ne fonctionne pas, mais on doit garder espoir qu'il y a encore quelques personnes à l'intérieur du système qui veulent faire leur travail. Deuxième grande leçon, j'ai entendu là, j'ai été réhabilité, etc. Non, du tout. Du tout. Il n'y a jamais eu d'inquiétude au sein du CPP et je félicite énormément les militants du CPP qui n'ont pas hésité une seule seconde, qui n'ont pas perdu du temps à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. On a mener l'action juridique avec nos conseils qui ont été merveilleux, mais on a continué notre fonctionnement de parti politique comme il se doit. Je crois que pendant cette dernière année, le CPP est très certainement parmi les partis politiques les plus actifs sur la place publique. Donc, la grande leçon aussi, c'est que quand vous êtes dans le droit, quand vous êtes dans le juste, il faut continuer. Il ne faut pas se laisser distraire, parce que c'était de la distraction que voulait faire le ministre. Et je crois, finalement, il faut être aussi bien entouré. Vous savez, nous sommes dans Stand Up for Cameroun avec l'UPC Manidem, l'UPC des fidèles. Qui connaît ce genre de tracasserie depuis plus de 50 ans. Et quand on a eu cette décision, on a tenu une réunion avec eux pour leur demander conseil, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et une partie de notre comportement, c'est qu'ils nous ont conseillé: continuez dans votre travail politique, menez la bataille juridique comme il se doit, mais ne vous laissez pas prendre dans un entonnoir avec le ministre, les juges, etc. Continuez sur le travail politique et c'est ce que nous avons fait. Et aussi, je dois absolument féliciter nos conseils juridiques, Maître Mélie, que je crois on ne présente plus dans ce type de cas
au Cameroun, qui est un des avocats qui est toujours à l'avant-garde des injustices, des cas, et qui est l'avocat du CPP, et Maître Ndjifen, qui lui est au sein du CPP, et je crois qu'ils ont fait un travail formidable. Vous donnerez ce même conseil aux autres partis politiques, peut-être qui ont tendance à ne pas toujours se laisser ou alors qui se laissent emballer justement dans les procédures judiciaires au point de se défaire ou alors d'enlever le regard des questions politiques. Vous leur direz, donnez un espoir quand même à la justice et continuez vos batailles? Oui, je leur dirais, menez la bataille juridique. La bataille juridique est importante pour la postérité, il est important pour votre position, c'est-à-dire on va demander, il y a eu injustice, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est important de pouvoir dire, on a amené l'État du Cameroun, le ministre, qui que ce soit qui est à l'origine de l'injustice au tribunal. Mais il ne faut pas vous laisser emballer parce que c'est ça le but. Le but, c'est on fait ce type de décision pour que vous arrêtez de travailler, que votre action politique... En 2018, M. Atangandji avait un but très clair. Il ne voulait pas du CPP, qui est un parti de l'opposition dure, qui dit très clairement qu'il faut mettre fin à ce régime, qu'il faut mettre fin à la carrière de M. Biya et de tout son système. Il ne voulait pas de ce discours-là, de cette voix-là, pendant la période électorale. Donc d'où ces petites manœuvres. Et c'est aussi important de marquer, de dire, nous l'avons dit dès le début, Monsieur le ministre, vous êtes un militant d'un autre parti. Vous n'avez rien à faire dans les affaires intérieures de notre parti, le CPP. C'est important de le dire, de tenir votre position et de continuer vos activités. À côté du CPP, il y a eu le Manidem qui a connu la même réponse du MINAT. Il y a l'UPC, l'une des fractions de l'UPC. Je veux dire que, est-ce que le CPP ne se montre pas plus gros que la fourmi? Je veux dire que tout un ministre s'en prenne au CPP. Est-ce que c'est pas se mettre... Non, je crois que le ministre avait des objectifs différents selon chacun de ses partis. Il y avait des raisons différentes. C'est pas les mêmes. Vous pensez que c'est pas les mêmes raisons. Maintenant, je pense que pour les autres partis politiques qui, je crois, n'ont pas porté plainte, parce qu'on a eu discussion à un moment donné sur une plainte commune, mais je crois que maintenant, il faut y aller parce qu'il y a jurisprudence. Il faut y aller, c'est la même décision, il n'y a pas de raison qu'on l'annule pour le CPP et pas pour les autres. Maintenant que vous recentrez définitivement donc sur les questions purement politiques, les batailles essentielles, comme vous le dites, c'est quoi les démarches maintenant? Le CPP, on le sait, est spécialiste dans le boycott des élections, je vais le dire comme ça, depuis pratiquement 2013, si mes souvenirs sont bons. C'est la dernière élection à laquelle nous avons participé. Vous n'y êtes plus allé. Oui. Vous envisagez peut-être d'autres participations, dans quelles conditions? Non. Je crois que la ligne politique du CPP, c'est la ligne que nous avons développée au sein de Stand Up for Cameroun, avec l'UPC Manidem, l'UPC des fidèles, avec le Popular Action Party, le PAP, avec le MP3 et avec toutes les associations qui font partie de Stand Up for Cameroun. Et notre ligne de toute cette constellation, c'est que aujourd'hui, nous devons mettre fin à un régime. Nous ne devons plus participer à quoi que ce soit qui légitime ce régime. Et les élections sont un de leurs instruments. Nous vivons dans une dictature et ce que les dictatures font des élections, c'est d'en faire un instrument pour se conserver au pouvoir. Donc il ne faut absolument pas participer à ça. C'est notre position. On a pris la décision depuis 2014
et on maintient cette décision. Notre action politique, c'est l'action directe, non violente, dans la rue, par le peuple camerounais qui dit non. C'est la raison pour laquelle, le 7 février, 2 jours avant les élections, vous nous avez vus dans les rues de Yaoundé pour dire non à ces élections. C'est la raison pour laquelle, face à une situation comme le massacre de Ngarbou, vous nous avez vu mobiliser dans cette ville de Douala des milliers de personnes le 6, 7 et 8 mars avec des messes, avec des marches, etc., pour dire non, nous ne pouvons plus continuer avec un régime qui tue ses enfants. Une mobilisation pacifique dans une dictature, c'est rare, non? Je Non, dis que c'est pas contradictoire. Pas du tout. C'est d'ailleurs dans l'histoire, c'est une des armes les plus efficaces contre la dictature. Aujourd'hui, en Afrique, regardons un peu l'histoire récente en Afrique. On voit que la Tunisie s'est débarrassée de Ben Ali avec des manifestations non violentes. On voit que le Burkina Faso s'est débarrassé de Compaoré avec des manifestations non violentes. On voit que le Soudan s'est débarrassé de Al-Bashir. Quel dictateur, hein? Ça, c'est le rang de dictateur qui regarde un peu Biya et dit, bon, celui-là, il s'amuse un peu. Hein? Donc, c'est des dictatures vraiment fortes qui ont été mis à genoux par le peuple. Donc, on constate que la participation électorale, par contre, n'a jamais permis de se débarrasser de quelques dictateurs. Justement, vous faites bien de citer ces exemples. Et au Cameroun, pour revenir au Cameroun, oui, on voit effectivement que la population, je veux dire que observe, ne semble pas suivre ces mots d'ordre pour bousculer le régime en place, comme pour dire que tant qu'à faire, on n'est peut-être pas satisfait, mais on n'est pas non plus en enfer. On adhère un peu. On adhère totalement. Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire ces appels à... Pour tous les acteurs politiques, pour l'actrice politique que je suis, moi je commence à être actif dans la politique au Cameroun il y a 30 ans. Donc dans les années où il y avait une adhésion populaire forte. Donc, et ça aussi c'est important dans l'histoire du Cameroun, de se rendre compte que toutes les avancées que nous avons eues, nous les avons eues dans la rue. Dans les années 90, nous sommes partis d'un État parti unique à un État de multipartis. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont mouillé le maillot. Parce que les Camerounais sont descendus dans la rue. Parce que nous avons eu les villes mortes. Nous avons eu non seulement le multipartisme, nous avons eu la liberté de la parole. On oublie qu'avant 90, on n'aurait pas pu faire cette émission. Liberté d'expression. Voilà, la liberté de l'expression, la liberté de l'Assemblée, n'est-ce pas, de pouvoir, les associations, les partis politiques. Comme pour dire que la dictature s'adoucit. Non, comme pour dire que quand le peuple se lève, les choses changent. Et on peut donc constater... Et à chaque fois que le peuple se lève, les choses changent. Maintenant, on peut donc constater qu'aujourd'hui, le peuple n'a pas encore trouvé la nécessité de se lever pour votre but ultime, faire partie du régime. Vous savez... Le peuple a obtenu la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté d'association, parti politique et tout le reste. Mais le peuple dit, tant qu'à faire, rester avec ce régime. Vous savez, il y avait des personnes qui tenaient exactement ce discours que vous tenez là, en 89. Hein, c'est-à-dire quelques jours avant que le peuple ne se lève. Donc, je n'ai aucune, je n'ai aucune inquiétude. Le peuple, on a vu le peuple se lever en 2008 encore. Absolument. Il ne voulait pas de la modification de la Constitution pour lever les verrous. Il voulait des services de base. Et le peuple s'est levé. On leur a donné les services de base et la Constitution a été modifiée. Il a manqué, en ce moment-là, un stand-up for Cameroun. Il a manqué un leadership politique pour dire, voici pourquoi nous devons rester dans la rue. Justement, voici ce que nous devons le doigt dans la plaie. Est-ce que ce n'est pas
ce manque, ou alors manque, peut-être le mot n'est pas à sa place, cette méfiance, le contraire de confiance, au leadership alternatif qui fait que le peuple observe et se dit, bon, non, il vaut mieux le diable qu'on connaît que le Dieu qu'on nous promet. Pas du tout. Même pas un tout petit peu. La réticence des Camerounais, quand vous leur demandez pourquoi vous ne manifestez, parce que quand vous parlez aux Camerounais, tout le monde veut le changement. Ça, c'est clair. Maintenant, quand vous demandez pourquoi vous n'agissez pas, c'est jamais parce qu'on est incertain de l'opposition. Pas du tout. C'est on a peur. Et ils ont raison. Mais les Camerounais qui avaient peur ont obtenu 90, ont obtenu 2008. Et c'est toujours, il y a toujours un moment où le peuple dépasse cette peur-là. Et notre travail, c'est de continuer le travail sur le terrain. C'est des personnes formées, c'est des personnes capables d'analyser, c'est des personnes qui mènent des petites marches à Yaoundé, des petites marches à Douala, qui vont conduire les autres à dépasser leur peur. Et je crois que tous les acteurs politiques savent que nous entrons actuellement dans un moment clé. Nous entrons, on sent bien, on a moins de travail pour convaincre les gens, croyez-moi. Oui, mais je veux dire qu'en même temps, on va peut-être en parler un peu plus loin, mais je veux dire qu'en même temps, le contexte donne également de penser qu'il est logique que d'un moment à l'autre, on pourra avoir un changement de régime. 40 ans, nous sommes à moins de 5 ans d'une prochaine élection présidentielle, nous sommes à environ 5 ans d'une prochaine élection présidentielle. C'est dire que dans la tête de chacun, il est clair que d'un moment à l'autre, tout peut arriver. Je veux dire que ce n'est pas forcément le fruit du travail du contre-pouvoir qui donne ce sentiment aux citoyens lambda. Je crois que c'est le... Et il faut arrêter avec le fruit du travail. On n'est pas là pour récompenser tel ou tel. Il s'agit de notre avenir. Hein? Il ne doit pas être placé en termes de, voilà, la récompense pour le travail que vous avez fait. Non, il s'agit de faire un travail pour qu'on se rende compte de l'importance de prendre son destin en main. Donc aujourd'hui, oui, on est en train d'arriver en fin de règne. Mais notre travail à nous, c'est de dire aux Camerounais, attention, le fin de règne ne veut pas dire un changement positif pour vous. Ça sera un changement positif pour nous, Camerounais, si nous conduisons le changement. Si on laisse encore d'autres personnes minoritaires conduire ce changement-là, on risque de rester avec le système. Et c'est d'où, pour Stand Up for Cameroun, notre projet de transition politique. Il ne s'agit pas de faire partir un individu, M. Biya. Il ne s'agit pas de faire partir même 100 individus. Il s'agit de revoir un système de fond en comble. Il s'agit d'achever un travail qui est fait par des leaders politiques dans ce pays depuis les indépendances. Les nationalistes avaient une vision pour le Cameroun. Un Cameroun véritablement indépendant, un Cameroun démocratique. Ils ont fait une partie du travail. La chose la plus importante qu'ils ont fait, c'est de nous léguer une vision et de nous faire comprendre qu'on peut mourir même pour cette vision. Ils sont morts pour cette vision. Les années 90 nous ont avancé sur ce chemin-là parce qu'on a eu un certain nombre de libertés. La responsabilité qui est maintenant devant vous et moi, c'est d'achever. C'est d'arriver au stade. La conférence nationale qu'on n'a pas pu avoir dans les années 90, on doit l'avoir. C'est ce que nous appelons le dialogue aujourd'hui dans la transition politique. Aujourd'hui, on doit s'asseoir pour penser le Cameroun. La crise anglophone nous offre une opportunité parce qu'elle met clairement sur la table la question de l'identité. Qui sommes-nous en tant que Camerounais? Est-ce que nous sommes des anglophones et des francophones? Ou bien est-ce que nous sommes une nation camerounaise où chaque Camerounais, quel que soit son chemin historique par lequel il arrive au Cameroun, a droit
aux mêmes services, aux mêmes opportunités, Ça, c'est le regard aux mêmes ressources. C'est le regard Donc, du CPP, évidemment, voilà, dans un environnement où il y a... Voilà le projet du CPP. Et nous savons que c'est un projet auquel les Camerounais croient. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, le défi, c'est qu'il faut agir pour obtenir ce à quoi on croit. Comme je disais, c'est la vision du CPP. Il faut pouvoir convaincre les Camerounais. Il y a plus de 300 partis politiques, plus de 300 visions donc. Non, et c'est pas, que... non, c'est pas une... Il n'y a pas plus de 300 visions. D'abord, moi, personnellement, je déteste quand vous, les journalistes, vous dites qu'il y a 300 partis politiques. Il ne faut pas détester nos constats, nous n'y sommes pour rien. Non, parce que il faut aller un peu au-delà. Il y a 300 personnes qui sont inscrites au niveau du MINAT, mais vous êtes des journalistes, vous êtes sur le terrain. Il ne suffit pas d'avoir un bout de papier pour être un parti politique. Les partis politiques actifs sur le terrain, vous les connaissez, il y a moins d'une dizaine au Cameroun. Et en ce qui concerne la transition politique, ce n'est pas la vision... Qu'est-ce qui fait de vous plus représentative en tant que parti politique qu'un individu qui est allé s'inscrire seul, prenons le cas le plus extrême, au MINAT, et qui a également l'identité politique, s'il n'est pas représentatif dans les instances électorales? Il n'a pas de maire, il n'a pas de conseiller municipal, il n'a pas de député. Je veux dire, qu'est-ce qui fait dans la différence? La différence, Monsieur Dipita, est très simple. Vos caméras sont chez moi 2, 3, 4 fois par mois. Certainement. Pour mon activité politique. Certainement. Vous n'êtes pas chez ce monsieur. Certainement. C'est déjà ça. Mais à la fin de la journée, vous me parlez au nom d'aucun Camerounais. Non. Puisque pas représentatif. Je parle au nom des Camerounais qui ont boycotté les élections depuis 30 ans. D'accord. Ceux qui sont là à l'Assemblée nationale, y compris le chef de l'État, élu par moins de 3 millions de Camerounais, il parle au nom de qui? Les 3 millions de Camerounais qui l'ont élu. Non. Hein? Non. Et les 20 millions d'autres, ils ne parlent pas à leur nom. Ils se sont jamais exprimés. Donc, tenez-vous tranquille. Nous qui ne sommes pas dans ces institutions, on parle au nom des 20 millions qui ne sont pas dans les institutions. Ils ne sont jamais exprimés. Ils n'ont jamais dit s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Nous, on parle au nom des 20 millions. Ils n'ont jamais dit s'ils sont pour et s'ils sont contre. Donc, non, vous n'allez pas... Et c'est fini, là. On ne va pas nous tromper de participer à des institutions qui n'ont aucune signification. Monsieur Dipita, nous voilà un pays qui a un conflit depuis 4 ans. Plus de 4000 morts, près de 2 millions de déplacés, 50 000 réfugiés dans un pays étranger. On me l'aurait dit. J'aurais dit à la personne que non, jamais le Cameroun ne pourrait avoir des réfugiés dans un pays étranger. Au Parlement, on en a parlé combien de fois? Je vous réponds pour remettre en contexte. Oui. Vous avez simplement fait la transition pour qu'on découvre le prochain reportage parce que justement, on va parler de l'armée camerounaise qui dit faire des progressions dans la zone nord-ouest-sud-ouest en termes de démantèlement des groupes séparatistes. On suit ce reportage et on revient. D'accord, mais la réponse est 0. On revient. On n'en a pas parlé au Parlement. 13 présumés séparatistes tués, 6 motos, une mitraillette, une lance-roquette, 8 canons fabriqués localement, 40 fusils traditionnels, 95 munitions, 2 plaques solaires, 4 sacs de poudre pour fabrication de bombes, 2 ordinateurs, des machettes, des roues, des flèches, des gris-gris et des camps détruits. C'est la moisson des forces de défense et de sécurité à Bali, Batibo et Widikoum dans la région du Nord-Ouest. En plus, les opérations dirigées par le colonel Madian Charles Alain, commandant du 51e BRIM, le bataillon des troupes aéroportées, et du bataillon amphibie, le 53e BRIM, ont permis de neutraliser 12 séparatistes, récupérer des dizaines d'armes à feu et détruire leurs camps à Boukam et Ansoua dans la même région. Des opérations qui ont duré quelques jours et qui ont impliqué plus de 300 hommes. En saluant les efforts des soldats, le général de brigade Nkavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée, a tenu à rappeler que les opérations doivent se faire dans le strict respect des droits de l'homme, des règles de guerre et des règles d'engagement.
Madame Pang, à travers son reportage, nous replonge donc dans ce qui se passe dans les zones nord-ouest, sud-ouest. Quand vous regardez ces images, vous vous dites qu'après 4 ans, nous en sommes encore. Le régime Biya est encore, après 4 ans, après tant de morts, le régime Biya est encore à croire que la solution à cette crise est militaire. Malgré le fait que, à l'intérieur du pays, nous lui avons dit la solution ne saurait être militaire. À l'extérieur du pays, tous ses partenaires lui ont dit la solution à cette crise n'est pas militaire. Nous avons encore un régime au pouvoir qui pense qu'avec la force, on va les écraser. En fait, c'est ça leur stratégie. Ça a été leur stratégie depuis le début. On va les écraser. Entre-temps, ils ont beaucoup écrasé. Malheureusement, la majorité des personnes écrasées ne sont pas ceux qui portaient des armes. C'est des citoyens simples. Je dois vous dire que malheureusement, aujourd'hui, quand j'entends un bilan de 12 séparatistes qui auraient été tués, je me pose toujours la question tout de suite, c'est un point d'interrogation qu'il y a dans ma tête. Est-ce que c'était réellement des séparatistes? Nous avons eu trop de cas où il ne s'agissait pas de combattants, il s'agissait des innocents. Et je plains un peu cette armée. Hein. Je plains cette armée parce qu'on a envoyé, l'armée n'est qu'une arme, n'est qu'un outil, n'est qu'un instrument d'un État. Et on est avec un régime qui, au lieu de faire son travail, le travail de dialogue, le travail d'écouter ses citoyens, le travail de construire un sentiment d'appartenance à une nation, a envoyé l'armée à une tâche impossible. Et voilà que 4 ans plus tard, nous sommes encore dans les mêmes tactiques. La solution aurait été quoi? De regarder ceux qui ont pris les armes, les laisser faire et... Monsieur Dipita, Madame, nous avons cette crise. Quand on en parle, il faut toujours qu'on rappelle l'histoire de la crise. Octobre 2016, les avocats et les enseignants marchent pour la première fois. Aucune arme en vue. Personne n'a même un petit bâton entre les mains. Quelle est la réponse de l'État du Cameroun? Violence. Vous vous rappelez de ces images où on donnait les coups de pied aux avocats en robe? Toujours en octobre 2016, les étudiants de Boya manifestent pour leurs droits. Quelle a été la réaction de l'État? On n'aurait pas pu aller vers ces étudiants-là qui étaient sans armes et tout pour discuter avec eux. On avait besoin d'envoyer l'armée dans un campus universitaire. On avait besoin de prendre la tête des enfants et de les mettre dans les eaux usées. Janvier 2017, que fait l'État du Cameroun? Des personnes avec qui il discutait 48 heures avant, n'est-ce pas? Ils étaient dans des discussions 48 heures avant. On les déclare terroristes et on les arrête. Des personnes non violentes. Que fait l'État du Cameroun? On coupe l'Internet pendant 3 mois à une population. Et tout au long de cette période, moi j'étais ici, et tant d'autres étaient ici sur vos antennes, pour dire à l'État du Cameroun, attention, attention, vous êtes en train de radicaliser la population. Attention, vous savez très bien qu'il y a d'autres leaders sur le terrain qui ne sont pas des non-violents. Attention, vous êtes en train d'ouvrir un boulevard à des personnes qui sont très très radicales. J'ai tendance à dire que le premier séparatiste, c'est le régime Biya. Parce que c'est lui qui a créé ce mouvement sur le terrain. Ce sont les mouvements, ce mouvement sur le terrain, c'est une réaction directe à la violence que les gens ont subie. Donc on ne devrait jamais, on n'aurait pas dû avoir
un seul coup de feu. 4 ans après, Un seul coup de feu ne devrait pas avoir 4 ans après, été le tiré gouvernement dans cette zone. semble avoir montré des signes de volonté de dialogue, d'apaisement. Mais en même temps, en face, il y a le grand dialogue national. Non. En face. Non, Monsieur Dipita, Madame. il faut qu'on arrête. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 55 ans. Hein, donc, je cherche le mot gentil, hein, mais je n'écoute plus beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Disons ça comme ça. Quand on fait un dialogue, si vous et moi, on a un problème, et je dis, j'ai la volonté de dialoguer avec vous. Et puis je vous dis, monsieur, vous allez dialoguer à telle heure, à tel moment. C'est moi qui va choisir le facilitateur. C'est moi qui va choisir le lieu. C'est moi qui va choisir l'agenda. Vous dites, mais madame, voilà, je veux, dans ce conflit-là, moi j'ai des points qui me préoccupent. Je dis, vous allez dialoguer de mes points. Après ça, dans la salle, je remplis la salle de mes personnes et je regarde moi. Vous dites, ok, pour le dialogue là, je souhaiterais m'organiser et venir avec tel... C'est moi qui va choisir. Dans votre camp, je vais parler avec tel, je vais parler avec tel autre. On a eu un dialogue. Je veux dire que justement, ça c'est les préalables même du dialogue. Il s'agit... Permettez-moi de dire un mot. Oui. Les préalables même du dialogue, sous-entendu que si on veut dialoguer, on pose les bases. Chacun fait peut-être la surenchère. Et puis, dans les préalables de la négociation, vous dites, bon, je ne vais pas le faire à Yaoundé, allons peut-être à Genève, je ne vais pas le faire avec telle personne, faisons-le. Mais en face, quand on dit, si vous voulez qu'on trouve même un lieu de dialogue, avant toute chose, le seul thème du dialogue qu'on fera, ce sont les modalités de séparation du Cameroun. Qui a dit ça? On a suivi un certain nombre de séparatistes. Non. On a suivi un certain nombre de leaders, qui l'ont posé sur la table. Parmi lesquels Ayoub Tabé, qui le dit depuis toujours, qui ne parle de rien d'autre que des conditions de séparation du Cameroun. Le contentieux de l'État du Cameroun, il est avec la population anglophone. Représentée par un certain nombre de personnes qui sont... Non. Ayoub Tabé ne me représente pas. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je suis une anglophone. Vous n'avez pas pris les armes. Je suis une anglophone. Ayoub Tabé. Non, mais je fais partie de ce contentieux. Monsieur Dipita, l'État du Cameroun aurait une préoccupation. Il n'a pas à faire des surenchères avec les gens. Non. Il n'a pas à faire des surenchères avec qui que ce soit. Il aurait pu dire d'abord, vous voulez le dialogue, premier dialogue, dialoguer avec les plus faciles avant d'aller vers les plus difficiles. J'ai pris justement l'hypothèse la plus absurde où l'État a mal entamé le dialogue. Je suis en train de dire que cet État du Cameroun n'a jamais dialogué avec les non-violents. Je vous le concède. Okay? Je vous le concède. Maintenant, quand il s'agit des violents, c'était où le moment où ils discutaient des préalables? Je vous le concède. Ils n'ont jamais discuté de préalables. Ils ne sont jamais allés. Ayoub Tabé est sous leur contrôle. C'est eux qui disent à Ayoub Tabé à quelle heure il se lève, à quelle heure il mange, à quelle heure il dort. Je vous le concède. Donc, à quel moment est-ce qu'ils sont allés vers Ayoub Tabé pour dire nous voulons dialoguer? N'empêche que ceux qui ont pris les armes. Mettons les conditions du dialogue. N'empêche que ceux qui ont pris les armes, et je sais que vous n'en faites pas partie, eux, ils ont sur des médias exprimer leurs conditions de dialogue. L'État du Cameroun contrôle M. Ayoub Tabé. C'est eux qui disent à Ayoub Tabé quand est-ce qu'il va faire quoi dans la journée. À quel moment est-ce qu'ils sont allés à Kondengui dire à M. Ayoub Tabé on veut dialoguer et le mettre même dos contre le mur pour lui dire on veut dialoguer, voilà, mettez vos conditions de dialogue. Depuis le positionnement de M. Ayoub Tabé, il a dit les conditions dans lesquelles... Non, le positionnement, ça fait partie de la guerre. D'accord. Ça, c'est la communication de propagande. D'accord. Mais quelqu'un qui veut dialoguer... On a également suivi les prémices de ce qui s'est fait à Genève avec quelques leaders... Vous avez dit... On met quand on veut dialoguer, on met des préalables. Qu'est-ce qui empêche l'État du Cameroun d'aller vers Ayoub Tabé, qui est sous leur contrôle, pour dire, mettons les conditions de dialogue? Mais je vous le dis depuis tout à l'heure. Ils ne l'ont pas fait. Ayoub Tabé, lui, il a dit déjà ses préalables. Non, il le dit dans les médias, ce n'est pas
une discussion de l'État avec lui. Je vous suggère qu'on reprenne le dernier élément. D'accord. Le dernier élément de cette émission, voilà l'Assemblée nationale, où il y a un projet de loi de vendredi dernier. C'était simplement pour revenir sur les décisions prises par le président de la République. Le Parlement doit s'exprimer là-dessus. Concernant le collectif budgétaire, s'agissait effectivement de ce collectif qui ramène un peu le Cameroun à moins 11% de son budget compte tenu de la pandémie. Mais ce sera un prétexte parce que l'Assemblée nationale, selon un certain nombre d'hommes politiques, doit se saisir de cette session pour aborder plutôt des questions politiques. Suivant ce reportage, et on revient. Déposé le 17 juin au Parlement, venu de la présidence de la République, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 3 juin 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant loi des finances pour l'exercice 2020, était en examen ce jour à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, défendu par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. L'adoption de ce texte permettra au gouvernement camerounais de revoir à la baisse le budget de l'État, passant de 4 951 milliards à 4 409 milliards, soit une baisse de 542 milliards de francs CFA. Si l'objectif principal des pouvoirs publics est de mettre en place un budget d'urgence pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences, pour cet économiste, cette baisse était prévisible avant l'arrivée de la pandémie au Cameroun. À cause de la politique déflationniste adoptée par le gouvernement de la CEMAC il y a 5 ans, après la chute des cours du prix du pétrole, ils ont adopté une politique de contraction monétaire et une politique d'austérité budgétaire qui ne peut qu'entraîner un processus cumulatif vers le bas. Donc avant le corona, avant l'impact du corona, il y a déjà baisse du budget sur le plan d'analyse macroéconomique et financière. L'innovation majeure de cette ordonnance est la création d'un compte d'affectation spéciale alimenté à hauteur de 180 milliards de francs CFA dédié à la prise en charge des dépenses du Fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et ses conséquences. J'estime que l'enveloppe de 180 milliards qui est allouée est une enveloppe tout à fait correcte par rapport à d'autres pays qui avaient annoncé plus de 1000 milliards de francs CFA pour lutter contre le virus, mais c'est resté au stade des effets d'annonce. L'analyste propose quelques orientations pour la gestion de ce budget spécial dans un contexte de crise sanitaire. Nous devons relever le niveau de nos hôpitaux, décentraliser la lutte contre le virus. Donc il faut que chaque région ait des mesures de confinement qui sont propres à sa situation sanitaire. Et deuxième volet de la décentralisation, donc envoyer donc cet argent au niveau des régions. Donc il faut qu'on profite donc, de cette histoire du virus pour véritablement faire doter nos hôpitaux régionaux, n'est-ce pas, des moyens de travail qu'ils réclamaient depuis des années. Le sujet sera mis en débat à la Chambre basse au cours d'une plénière prochaine. Edith Kawale, nous reste environ 7 minutes encore. On va parler donc de cette session parlementaire qui, comme je le disais, davantage au-delà des problèmes ou des thématiques économiques. Il y a un certain nombre de partis politiques, notamment le MRC, qui appellent l'Assemblée et le Parlement à se saisir des questions constitutionnelles, notamment le changement de la Constitution, pour lequel changement il dit clairement qu'ils sont contre la politique de gré à gré. Vous y croyez? Je veux dire que cet argument, vous y voyez un slogan, vous y voyez une forme de pression politique où vous dites fatalement tout cela peut être réel? Je dois dire qu'à notre niveau, nous n'avons aucun élément qui nous permet de croire qu'il y aura une modification de la Constitution. Nous avons eu au Cameroun plusieurs modifications de la Constitution. Ces modifications de la Constitution se sont toujours précédées par une démarche par le parti État. Hein, le RDPC a une certaine manière de fonctionner, donc généralement quand il veut faire quelque chose de controversé, qu'il pense que ça va être un peu difficile, il déploie son armada
communicationnel. Donc on aurait eu des communicateurs sur vos plateaux qui commencent déjà à essayer de nous habituer à une idée pareille. Ensuite on aurait eu les motions de soutien, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a une démarche bien précise. Cette démarche, on ne l'a pas vue cette fois-ci. Donc à notre niveau, on n'a pas ces éléments-là. Maintenant, on dit ce qui est évoqué est un enjeu clair parce que quand bien même ça se ferait, la question que nous devons débattre, ce n'est pas si le RDPC veut modifier la Constitution ou pas, s'il veut faire du gré à gré ou pas. La question, il y a une seule question. Qu'allons-nous faire? Voilà le défi pour l'opposition camerounaise. On est dans une dictature. Donc, ils modifient la Constitution quand ils veulent. Ça s'est déjà passé dans notre histoire. Donc, faire beaucoup de discussions, de débats sur est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent... Non, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment nous nous préparons pour stopper ça. Comment est-ce que l'enjeu est effectivement d'avoir une alternance, qu'on arrive à ce moment clé au Cameroun et que ce ne soit pas le peuple camerounais qui choisit les prochains dirigeants du Cameroun. Donc au niveau du CPP, nous disons notre travail est celui d'être avec la population, de former les gens à l'action non violente, de préparer les Camerounais, de saisir toutes les opportunités. Quand nous faisons une marche pour Ngarbou, quand nous faisons une manifestation pour Ouazizi, quand nous faisons une manifestation contre les élections, tout ça, c'est les démonstrations pour montrer au peuple camerounais que nous pouvons, si nous voulons, nous pouvons. Et c'est à ce travail-là, à notre avis, qu'il faut s'atteler. Parce que le système, le régime dictatorial, nous n'allons pas le contrôler, il va faire ce qu'il veut faire. Mais ce qui est important, c'est la réponse du peuple camerounais. Donc aujourd'hui, pour Stand Up for Cameroun, notre appel est au peuple. Il est inconcevable qu'on soit en train d'avoir ce débat. Le fait même qu'on soit en train d'avoir un débat où on dit est-ce qu'il y aura modification de la Constitution ou pas, est une aberration. On ne modifie pas la constitution d'un peuple sans son aval. Donc aujourd'hui, notre appel est au peuple pour dire, si vous ne faites pas encore partie d'un mouvement, si vous n'êtes pas encore en train de participer, et la participation prend différentes formes. Il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont en back-office, il y a ceux qui aident avec la logistique. Si vous n'êtes pas en train de participer, eh bien, vous êtes en train d'aider ce régime à faire ce qu'il a envie de faire de nos vies. Et nous voyons très bien, depuis Boko Haram en 2012, crise anglophone 2016, coronavirus en 2020 et tout ce qui s'est passé entre-temps, Ezeka, etc., nous voyons que nous avons un régime en place qui ne gère pas dans notre intérêt. Donc, le seul enjeu, c'est nous qui nous levons pour dire fin à ce régime et pour nous donner une chance. Ce n'est pas garanti. Même après le départ du régime, ce n'est pas garanti. Mais on doit se donner cette chance-là pour un avenir meilleur. Moi, je ne vais pas passer le temps dans les débats de est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ne vont pas, etc. Parce que la seule question, c'est qu'allons-nous faire? Et que répondez-vous à cette question? Au niveau de Stand Up for Cameroun, nous disons, nous allons nous lever et dire stop. Et notre travail est de convaincre le Camerounais que c'est le travail essentiel de notre génération, de cette heure-ci. C'est ça le travail essentiel. Et notre appel va à tout le monde. Il ne suffit pas de penser que c'est le travail des politiques. Ouazizi, c'était un journaliste. Les autres qu'on arrête là, ce sont des journalistes, ce ne sont pas des politiques. Avant-hier, c'était des politiques qu'on a arrêtés,
Si vous allez à Kondengui, vous allez trouver des personnes qui ne sont ni journalistes, ni politiques, ni rien du tout, qui sont arrêtées de manière injuste. Donc, le travail est le travail de chaque Camerounais et c'est à ça que nous faisons appel. Merci infiniment, Kawala et Edith, d'être venus ce dimanche refaire l'actualité face à l'actualité en analyse et en commentaire selon les positions de CPP, mais également le Stand-up for Cameroun, le mouvement qui vous accompagne dans votre bataille politique. Et j'ai failli dire bonne continuation dans vos débats. On vous observe évidemment. Merci infiniment. Merci, merci. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre émission, cette édition de Face à l'actu. On en est à la 3e. Dimanche prochain, 19h. Bon début de semaine.